Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en cet après-midi. Bon, vous avez vu, on a fait un nouveau concept de salon maintenant, c'est jour-nuit. Voilà. Bon, en fait, ce qui s'est passé en gros, c'est que tout Vie Paris, tout le hall, même pas tout le hall, mais enfin tous les bâtiments sont tombés en rade. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Donc voilà, bref, on est là en lumière et on va faire justement aussi la lumière sur vous tous. Alors que vous soyez secouristes, infirmiers, ambulanciers, sapeurs-pompiers, médecins urgentistes, bref, on va évoquer en fait ce qui se passe en vous lorsque vous êtes sur le terrain, dans votre corps, dans votre tête, et plus précisément lorsqu'une hormone vous assaille, une hormone qui vous booste autant qu'elle peut vous faire broyer du noir. Je parle bien sûr de l'adrénaline. Alors c'est vrai que vous êtes tous extrêmement sollicités physiquement, moralement, et que vous devez gérer en fait au quotidien toutes ces montées, ces descentes d'adrénaline. Alors avec nos invités, on va essayer de comprendre comment elle agit concrètement en nous tous, comment elle se matérialise aussi sur le terrain, et de la façon dont elle peut aussi devenir une addiction. Et là, ça devient un danger, on va le voir tout à l'heure. Et on verra également comment on gère cette adrénaline sur le terrain et comment on s'en fait une amie plutôt qu'une ennemie. Voilà. Nos invités du jour, je vais partir de la gauche pour aller vers la droite. Marie Bonnet, vous êtes psychanalyste, psychothérapeute et anthropologue à l'unité d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile 7. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Éric Zipper, conseiller technique national du Spéléo Secours français pendant 9 ans. Et vous avez été d'ailleurs président de cette commission pendant 4 ans également. Et vous êtes actuellement président du Corps mondial de secours. À vos côtés, Suzanne Tartière, médecin régulateur au SAMU de Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date s'appelle « Faites le 15 », le quotidien d'un médecin du SAMU. À vos côtés, Pierre Potel, ancien infirmier auprès des forces spéciales, aujourd'hui infirmier auprès de la gendarmerie. Et enfin, pour conclure, le docteur Brigitte Reyer, vous êtes médecin addictologue et également directrice du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. C'est long. À Bordeaux. Voilà. Merci à tous d'être là. Et du coup, on va commencer par Marie Bonnet, qui est celle qui nous avait suggéré en fait cette conférence. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain qui vous a donné envie de parler de l'adrénaline aujourd'hui ? Alors je dirais que c'est mon expérience depuis 6 ans auprès d'unités qui sont projetées sur des théâtres de catastrophes avec un nombre de victimes de grande ampleur et donc des unités rompues à aller auprès de situations qui génèrent un stress physiologique intense et ils sont formés à cela. Et pour avoir vécu des exercices avec eux et les temps de repos entre les événements particuliers et ensuite le retour, et pour avoir suivi en accompagnement individualisé plusieurs de ces professionnels, je me suis posé cette question et j'ai trouvé que c'était un sujet vraiment passionnant à creuser. Passionnant pour en faire quelque chose d'opérationnel, justement, c'est notre but ici, qui est comment s'aguerrir à cette question-là, comme on passe des danes en arts martiaux. Alors, docteur Reyer, on va commencer un peu avec vous et de la physiologie. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'adrénaline et la façon dont elle agit en nous ? Vous pouvez parler dans celui-là. Voilà, parfait, super. Bonjour à tous. Alors, je suis très contente d'être ici, mais alors je ne suis pas du tout dans mon milieu. Donc, voilà, je travaille dans un CARUD. Alors, un CARUD, c'est peu connu. C'est un centre d'accueil et d'accompagnement pour des usagers de drogue actifs. Alors, je suis sur Bordeaux. Et à Bordeaux, souvent, c'est les punks à chiens. Alors, je pense qu'il y en a aussi dans toutes les villes. Et à Paris. Donc, entre mes punks à chiens et vous, je ne vois pas trop la ressemblance. Alors, du coup, je me suis dit, mais nous, finalement, dans notre exercice quotidien, avec ces usagers-là, qu'est-ce qu'on a de semblable avec vous ? Et finalement, nous aussi, des fois, alors souvent c'est très calme, mais des fois aussi on a des gros coups de speed et des montées d'adrénaline avec des gens qui sont très impulsifs. Et des fois, on peut se dire qu'on est peut-être aussi un peu dans les situations
où vous allez être quand vous êtes sur des scènes de secours. Alors, bon, du coup, je ne réponds pas du tout à la question, mais enfin, j'ai trouvé quelques similitudes déjà. Et alors, physiologiquement, moi, je ne suis pas une grande physiologiste, mais c'est vrai que actuellement, tout ce qui est addiction, on l'explique de plus en plus par la neurobiologie. Alors, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Alors, mais pas que. Parce que si c'était que la neurobiologie, à la limite, tous les gens qui ont les mêmes vulnérabilités ou les mêmes personnalités, ils finiraient tous au même endroit. Et il y en a qui finissent secouristes, il y en a qui finissent dans la rue. Donc, il n'y a pas que la neurobiologie qui compte, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a le milieu, il y a la famille, il y a ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça va être les produits aussi qu'on peut rencontrer. C'est le docteur Olivenstein, qui était un des premiers addictologues en France, qui a beaucoup travaillé sur Bordeaux, sur Paris, à l'hôpital Morin-Motan, qui avait décrit ce triptyque. L'usager de drogue. Alors, maintenant, on parle de personnes addictes parce qu'on ne dit plus trop drogue, on parle plutôt d'addiction. Il va devenir usager de drogue pour plusieurs raisons, et il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité. Il va y avoir une personnalité particulière, il va y avoir un milieu particulier, et il va y avoir, pour un usager de drogue, la rencontre avec le produit. Parce que rencontrer de l'alcool, c'est pas compliqué. Tout le monde peut rencontrer un jour de l'alcool dans sa vie. Rencontrer de l'héroïne, il faut déjà être un peu plus... voilà. Moi, il n'y a pas longtemps, une amie de ma mère qui a 80 ans, qui a une sclérose en plaques, elle me dit comment je vais faire pour avoir du cannabis, puisque le cannabis thérapeutique en France, c'est pas possible. Je dis, à part aller voir un dealer, je vois pas trop, quoi. Donc, je la voyais pas non plus aller voir un dealer. Donc, il y a ce produit à rencontrer à un moment. Donc, tout ça pour vous dire que l'adrénaline, c'est une hormone qui est sécrétée quand on est soumis à un stress et qui va faire... Alors, il y a d'autres médecins dans la salle qui sont sûrement beaucoup plus calés que moi pour décrire ce que va faire l'adrénaline. En tout cas, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire qu'on va être dans un moment où on se sent plus fort, parce que l'adrénaline, au départ, l'homme, il est très bien fait, hein, il est fait pour s'adapter à son milieu extérieur. Et quand on a une montée d'adrénaline, c'est qu'il y a un danger, et on va soit pouvoir, grâce à l'adrénaline qui va augmenter le rythme cardiaque, créer de la vasodilatation. Grâce à cette adrénaline, on va être plus fort, donc soit pouvoir combattre, soit pouvoir fuir. Voilà. Et donc, je pense que vous, dans votre exercice quotidien, quand vous êtes dans ces moments-là où vous êtes amené... Alors, j'avais jamais été à ce salon-là et j'ai été très impressionnée parce que j'ai vu des mannequins avec des bras arrachés et tout. Je dis, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. C'est même pas possible. Mais j'imagine que quand on est dans ces moments-là, on a vraiment cette montée d'adrénaline qu'on peut sentir. Donc, cette montée d'adrénaline, elle nous rend donc plus forts. Et elle fait qu'on peut mieux affronter le danger. Alors, c'est bien d'être plus fort. Tout ce qui est addiction, tout ce qui va rendre addict, à un moment, il y a une histoire de plaisir dans l'addiction. On ne devient pas comme ça addict par hasard. On devient, quand on prend, je sais pas, j'imagine qu'il y a des fumeurs, des buveurs parmi vous. C'est pas péjoratif, hein, des gens qui fument du tabac, des gens qui vont boire l'apéritif avec un bon vin. Moi, je viens de Bordeaux, j'aime bien boire un verre de Bordeaux. Voilà, il y a toujours cette notion de plaisir. Alors, je pense que dans les actions de secourisme aussi, se sentir fort, se sentir un petit peu comme invulnérable. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a cette notion de plaisir. Donc, c'est important aussi dans l'addiction de savoir que si on ne prend pas en compte cette notion de plaisir, on ne va pas pouvoir aider les gens. Alors justement, on va revenir sur cette notion addictive un petit peu plus tard, mais j'aimerais me tourner vers les opérationnels, ceux qui sont vraiment sur le terrain. Par exemple, Eric Zipper, est-ce que vous pouvez nous décrire vos montées d'adrénaline? À quel moment, en fait, comment ça se matérialise dans vos activités au quotidien? Ah, vous avez le micro qui est juste là. Alors déjà, juste pour rebondir sur l'adrénaline, effectivement, elle donne un sentiment de... Enfin, moi, je trouve...
ce qu'il ne faut pas garder de l'adrénaline, c'est le sentiment de toute puissance qui est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on entraîne vraiment nos équipes à sentir les effets d'adrénaline, mais parce que c'est ce qui va leur sauver la vie dans bien des cas. Pour vous donner 2 exemples que j'aime bien donner pour expliquer un petit peu comment physiologiquement on peut reconnaître l'adrénaline et en quoi elle est utile. Un qui concerne le secours spéléo. Donc effectivement, pendant 9 ans, j'ai géré beaucoup d'opérations de secours. Et vous vous doutez bien que les opérations de secours spéléo, généralement, les accidents spéléo se produisent généralement le week-end. Donc moi, étant spéléo aussi, c'est le week-end que vous rentrez, vous êtes fatigué, vous êtes au lit, vous êtes enfin endormi. Vous avez toutes vos affaires sales qui sont en bas, et puis à 2h du matin, le téléphone sonne. Donc là, 2 cas de figure, vous n'avez pas d'adrénaline, et vous sortez du lit comme une espèce de poulpe moyen, et vous vous dirigez vers le téléphone pour le prendre, et vous êtes mauvais dans ce que vous faites. Soit vous avez cette décharge d'adrénaline, et qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet que 10 secondes après, vous ayez les yeux grands ouverts, une acuité au niveau du cerveau qui vous donne tout de suite les priorités qui sont à faire. Et c'est ce côté-là de l'adrénaline qui est important. Quand on est sur le terrain, comme par exemple en post-séisme où ça nous arrive, notre pire ennemi, ce sont les répliques. Quand on est engagé dans les déblais, c'est le seul endroit où il ne faut pas que ça bouge à ce moment-là. Pour ça, on a des gens qu'on appelle des sonnettes qui surveillent avec un certain nombre d'appareils très rustiques ou juste à l'œil pour détecter le début des premières vibrations. Et il y a un coup de sifflet qui demande aux gens de ressortir dès qu'on pense qu'il y a une réplique qui est en train d'arriver. L'adrénaline, au coup de sifflet, la décharge d'adrénaline est instantanée. Le parcours que vous aviez fait précautionneusement sur les blocs effondrés en évitant les fers à béton pour aller vous glisser entre les 2 étages, vous allez le refaire en sens inverse. Et là, d'un coup, vous allez être super agile, vous allez avoir une acuité visuelle qui va être décuplée, et ce qui va vous permettre de sortir très rapidement d'un mauvais pas. Ça, c'est vraiment l'effet bénéfique de l'adrénaline. Par contre, on y reviendra après. Nous, tous en combat, c'est justement les gens qui viennent la chercher pour des sentiments de devenir invulnérable. Tout à fait. On reviendra effectivement après sur le sentiment de toute puissance. Suzanne Tartière, est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien et la façon dont vous gérez l'adrénaline? Je crois que pour faire ces métiers, il faut avoir un profil un peu particulier. Je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'on a sans doute certains déficits et on trouve un équilibre dans des métiers qui sont quand même très déséquilibrants, et je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai que l'adrénaline, j'aime ça. Bon, j'ai vécu des situations assez extrêmes. Vous voyez mes cheveux blancs, j'ai 64 ans. Maintenant, je connais aussi mes limites. Maintenant, je sais que sur certaines situations, quand il y a des attentats à Paris, tous les jeunes vont vouloir y aller, ils me passent sur le dos, je les laisse aller. Je sais ce que c'est, je les ai vécus, j'ai vu. Et maintenant, je préfère rester en arrière et réguler et essayer de préparer leur retour. Je me rappelle la fois où j'étais revenu de l'attentat de la rue de Rennes. C'était une situation, et c'était pour nous, médecins, c'était une des premières fois où on était confrontés à des situations comme extrêmes. Et j'avoue, je vous le révèle, mais quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression que j'étais passé de l'autre côté du miroir, que j'étais dans le poste de télé. Je me suis cru à Beyrouth. Ça a duré 1 minute. C'est vrai qu'on en avait tous entendu parler de ces situations de déréalité, mais elles existent et quand on les vit, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et quand je suis rentré, on m'a demandé de refaire mon camion. C'était impossible de refaire le camion une fois que j'avais posé le pied. Donc il me fallait un quart d'heure pour souffler, pour aller boire un chocolat chaud, et après je repartais. Mais pendant le quart d'heure qui suivait, c'était impossible. Et je me suis dit que les équipes qui reviendraient, que j'aurais régulées, je préparais le retour et je ferais attention à ces situations. Je pense aussi qu'on a un rapport dans ces métiers un peu particulier avec la mort. Vous parlez d'invulnérabilité. Je pense que la mort, qui est un peu notre quotidien, je pense qu'elle nous effraie quelque part et qu'on apprivoise à force de la voir, de la côtoyer au quotidien. Et ça fait donc 35 ans que je vis avec des doses d'adrénaline. J'essaie maintenant d'en avoir un peu moins, mais je suis toujours aussi passionné par ce que je fais. Pierre Fautel, vous pouvez nous raconter votre quotidien, la façon dont vous gérez tout ça? Alors déjà, c'est un sujet... je ne suis pas spécialement fan. Si tout le monde m'entend, au fond, non bon. Pas sûr, ouais, non, okay. Je suis pas sûr. Donc c'est un sujet très vaste, il y a beaucoup de choses différentes qui sont dites. Il y a déjà le profil des gens qui font ce genre de métier. On n'est pas des frappadingues, on fait ça parce que déjà il y a des valeurs derrière. Quand à 18 ans on choisit de s'engager pour faire ce genre de métier, c'est pas anodin. Donc on n'est pas casanier, mais on n'est pas non plus des frappadingues. On ne recherche pas l'adrénaline pour l'adrénaline. Enfin, je pense pour ma part. Ensuite, l'adrénaline pour nous, elle est indispensable en mission parce qu'on est dans des situations où on est stressé, enfin, on est déjà fatigué, on ne dort pas beaucoup, on ne mange pas beaucoup. C'est des conditions de vie qui sont difficiles. On est amené à faire des actions qui sont éprouvantes. Et donc quand il y a à l'instant T, on a besoin de l'adrénaline, je pense, pour passer au-delà de la fatigue, du froid, de tout ce qui va nous freiner, nous ralentir dans notre efficacité, quoi. Donc déjà, je pense que c'est essentiel, l'adrénaline. Et après, il faut apprendre à la gérer et à pas devenir... Enfin, on fait pas ça pour... sinon, on ferait du parachutisme, on ferait du parachutisme sportif. Des activités extrêmes, quoi. Élastique, Nous, on a vraiment...
c'est une conséquence de notre engagement, l'adrénaline. Et il faut apprendre à la gérer au retour de mission, forcément. Et pour ça, je pense que déjà, on est sélectionné. C'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de métier. Donc, la sélection est rude. Donc, déjà, on a un profil, on a des vies de famille assez stables. On arrive à compenser, en fait, on est au courant, on sait très bien qu'on est soumis à des décharges d'adrénaline et qu'au retour, il faut se réadapter. Après, il y a le service de santé aussi qui met en place, au retour de mission, il y a des sas de décompression, on est suivi par des psychologues, donc c'est vraiment, il y a une prise en charge qui est globale, quoi. On n'est pas livré à nous-mêmes, et en plus, on travaille en équipe, en petite équipe, on se connaît tous, les familles se connaissent entre elles, donc on en discute, c'est des choses qui ne sont pas du tout tabous, qui sont vraiment de plus en plus connues dans les armées, et il n'y a pas de... Voilà, quoi, on peut en discuter entre nous, et on gère les situations comme ça, quoi. Super. Alors, du coup, Marie Bonnet, j'aimerais revenir vers vous. Et on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, c'est la personnalité toute puissante. Donc, on a bien compris que l'adrénaline, ça aide tout le monde à faire les choses en mieux, à décupler ses forces, à décupler son attention. Mais il y a effectivement le côté négatif et donc la personnalité toute puissante. Comment ça se matérialise concrètement dans les équipes sur le terrain ? Alors, je vais être très, très simple, très schématique et montrer que cela peut arriver à chacun d'entre nous, même moi. Donc je vais juste essayer de décrire le mécanisme. Vous allez en situation sur un théâtre d'opération, une action à mener, vous savez ce que vous devez accomplir. Et alors ça, on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, dans quelle situation, en tant que sauveteur, on peut avoir cette poussée d'adrénaline. Ça peut être notablement lié à ce petit moment où on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas exactement encore l'état de la personne, le contexte, son évolution. Et comme le disait Eric, c'est un moment où nos sens vont être décuplés. Et c'est très intéressant. Et il faut savoir manier ce mécanisme parce qu'il va falloir utiliser cette augmentation de potentiel vers notre action. Donc on va avoir le rythme cardiaque qui évolue un tout petit peu à la hausse. Plus on est entraîné, moins on va vers la cavalcade. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un entraînement, c'est un objectif que l'on peut avoir. Et il y a une forme de bulle qui se crée entre soi-même et l'action. Et c'est très important à utiliser. Il faut utiliser cette bulle parce qu'elle rend possible la concentration. Je fais une injection, je pose un garrot. Si je suis tireur, si on est en situation sécurisée par l'armée, le tireur, il ajuste son viseur, etc. etc. Et donc j'en arrive à votre question, excusez-moi là de décomposer. Il y a un émoussement qui se fait sur l'extérieur de la bulle. C'est comme si on devenait soi-même un appareil un petit peu électronique parce qu'on est en quelque sorte conditionné. On va moins entendre la scène de notre collègue qui fait autre chose à côté, vous voyez, qui technique un autre patient, qui désincarcère. Non, c'est très étonnant, on ne l'entend pas. On n'est plus que dans notre action nous-mêmes. Donc c'est très utile, parce qu'effectivement, si on commence à entendre le dialogue du collègue avec l'autre patient, on n'est plus avec notre propre action. Donc on a un émoussement des perceptions sensitives externes à la bulle qu'on vient de constituer. Mais donc, le risque, c'est qu'on soit très bien dans sa bulle. Trop bien dans sa bulle. Trop bien dans sa bulle. Donc, dans l'instant T, on peut se couper des autres infos et on peut être dans le déni aussi de ce qui se passe à côté. J'ai envie de vous donner un exemple très simple. S'il y en a parmi vous qui font de la plongée sous-marine, c'est l'ivresse des profondeurs. Je vais vous raconter une petite vignette toute minuscule qui est à prendre avec des pincettes parce que la personne était à la limite de ce qui peut se faire, mais il plongeait, donc c'était quelqu'un que je connais, qui plongeait, qui faisait une sorte de pêche à la fourchette qui est un peu interdite, c'est pour ça que et il y allait en apnée.
Et il me raconte, il me dit un jour, voilà, je vais en apnée, je vois une belle petite grotte dans l'eau, c'est beau, je trouve la végétation aquatique jolie, je vois un petit banc de poissons, mon Dieu que c'est séducteur. Ivresse des grands fonds. C'est comme s'il a un petit diable à côté qui lui dit « Reste, c'est bien, tu aimes, tu es bien là, tu vas rester là. » Ivresse des profondeurs, on peut y rester. Et là, il a eu son signal intérieur, parce qu'il était quand même bien conditionné, qui lui a dit « Ivresse des grands fonds, tu remontes. » Il est remonté, il est sain et sauf. Et j'ai envie d'utiliser cette image pour expliquer. On est vraiment sur du très fin, hein. Je suis sur du réglage fin, là. Je vous parle de micro-processus. Dans votre bulle, vous pouvez être un peu en ivresse de la bulle. Et donc, alors toute puissance, c'est tout de suite le grand mot, mais c'est pour dire qu'il y a un ordre qui vous dit d'arrêter parce qu'il y a une réplique, parce qu'il faut partir, parce que pour les militaires d'entre nous, l'ennemi avance, enfin... Hein, et on peut être en prise de danger, en prise de risque, ne pas obéir, ne pas le faire, ne pas respecter les consignes, être en désobéissance. Parce qu'on est pris par cette ivresse de la bulle. Ouais. Suzanne Tartière, vous l'avez vécu, ça? Je crois pas. Non. Il y a toujours un petit signal qui fait que... je pense qu'on remonte dès qu'il faut. Ouais. Des gens autour de vous, peut-être, l'ont vécu? Des gens que vous réguliez? Je pense pas. Non. Et c'est vrai qu'on n'est pas confronté encore, même si on a des événements qui font qu'on est confronté à des situations de guerre dans Paris, on n'a pas connu de telles situations aussi difficiles, avec un environnement aussi hostile. Et je pense qu'il faut qu'on s'y prépare, effectivement. Éric Zipper, est-ce que c'est une situation que vous avez vécue, connue? Alors, oui, l'image de la bulle est assez intéressante parce que c'est vrai que c'est aussi ce qui permet aux gens d'être efficaces. C'est comme ça qu'on les forme. On les forme en se disant... Et puis, pour gérer le stress d'une manière générale, on sait bien que plus on s'entraîne, plus on se raccroche à des schémas qu'on connaît, et plus on se raccroche à ces schémas, meilleur on est pendant des actions difficiles. En revanche, d'être complètement séduit par la bulle au point de vouloir y rester, on ne l'a jamais vécu, et surtout on entraîne nos gens à être prêts à en sortir le plus vite possible. C'est terriblement dangereux en secours de catastrophe ou même en secours spélo de se trouver dans sa bulle et il faut se couper assez pour être capable de faire son travail, mais il faut être entouré. C'est ce qu'on disait juste avant quand on s'entraîne en milieu dégradé, c'est ça aussi. Il faut qu'il y ait des gens autour de vous qui soient vos yeux, vos oreilles et qui vous protègent. Nous, on a des sonnettes qui nous avertissent. Parce qu'on est trop occupé à... C'est vos anges gardiens un petit peu. Ce sont un peu nos anges gardiens. Maintenant, ouais, la bulle est nécessaire pour travailler correctement dans des milieux difficiles. Enfin, moi, je sais que dans les missions qu'on a faites, qui étaient particulièrement éprouvantes, quand il y avait effectivement de nombreux morts ou des choses qui étaient particulièrement dures à vivre, on a un moment effectivement où on bascule un petit peu, où on ne sait plus exactement si on est encore dans le domaine de la réalité ou de la fiction. Mais par contre, il faut être capable d'en sortir très rapidement s'il y a besoin. Pierre Potel, d'ailleurs, sur le terrain, vous avez constaté tout ça, cet effet bulle? Bien sûr, enfin, nous on appelle ça l'effet tunnel en fait. Enfin, je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. C'est qu'on est vraiment focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Et donc c'est indispensable pour faire les choses correctement. Mais l'avantage de travailler en équipe, c'est qu'on se rend compte, on est là pour se toucher ou se mettre une petite tape derrière la tête pour dire hey, il y a autre chose qui se passe à côté, pour ressortir de ça. C'est important d'être à plusieurs, je pense, d'être en équipe, parce qu'on n'est pas forcément à même de le faire tout seul. On est concentré sur ce qu'on est en train de faire, et c'est pas toujours facile d'enlever les œillères et puis de regarder à 180 degrés ce qui est en train de se passer autour. Donc c'est pour ça que l'entraînement, le travail en équipe, tout ça, c'est ce qui est fondamental pour rester en vie déjà, pour pas si on ne voit pas la menace arriver, y en a d'autres qui vont l'avoir pour nous et puis qui sont là pour nous garder en contact avec la réalité et pas rester tunnelisés sur ce qu'on est en train de faire. Quoi. Alors, docteur Heyer, ce qu'on peut comprendre de tout ce qui est dit, c'est que cette bulle a quelque chose de confortable, quelque chose d'euphorisant en tout cas. Est-ce que c'est ça qui peut rendre l'adrénaline addictive et donc faire plonger certaines personnes vers de l'addiction à cette hormone ? Alors, je pense que effectivement, certainement que c'est quand je parlais de plaisir tout à l'heure, je crois qu'il y a certainement une notion de plaisir dans cette bulle. Et dans les produits aussi, il y a une notion de plaisir quand les gens vont s'injecter, se faire un shoot d'héroïne, de cocaïne. Il y a aussi une notion de plaisir. Et ce qu'on sait aussi, c'est que tout à l'heure, je pense que c'est vous qui parlez peut-être
facteurs qui font qu'on fait ce métier, qu'on est sauveteur. Et il y a je pense que c'est un psychologue, c'est Zuckerman, qui a décrit ça. Il y a des gens qui ont une personnalité qui font qu'ils sont à la recherche de sensations. Et nous, dans la population addicte qu'on voit, on retrouve très fréquemment cette personnalité. Donc certainement que c'est un facteur favorisant. Mais comme tout à l'heure vous le disiez très bien, il y a aussi plein de facteurs protecteurs qui font que quand on est sauveteur, on ne va pas tout le temps tomber dans l'addiction. Et effectivement, je crois que cette notion de bien-être à un moment, elle est certainement importante parce que effectivement, il y a la notion de bien-être, en tout cas au début dans l'addiction, dans l'addiction aux produits, qui ne se retrouve pas forcément après, parce qu'après, les problèmes prennent le dessus sur ce plaisir. Mais je crois qu'effectivement, cette sensation-là est certainement fait partie peut-être d'une explication. Alors c'est une question maintenant que je vais poser à chacun de vous. Finalement, est-ce que vous avez rencontré dans vos carrières des gens qui ont été tentés de recréer cette adrénaline avec des produits stupéfiants ? Oui, alors Suzanne Tartière, allez-y, vous me dites oui, alors moi je saute sur l'occasion. Zut. Effectivement, quand je suis arrivé au SAMU, notre chef de service à l'époque ne voulait pas que les femmes fassent ce métier. C'était un petit peu difficile. Et elle me dit, vous voyez Suzanne, ce qui peut arriver quand on fait trop longtemps ça. Et c'est vrai qu'une de nos collègues était tombée dans une grande addiction à l'alcool et qu'elle avait de très très gros problèmes. Et j'avoue que j'ai une peur, une peur pas possible de l'alcool. Et je me suis dit, Suzanne, il ne faut jamais que tu boives seule. J'ai jamais, des fois on a des situations difficiles, je n'ai jamais bu seul. Donc quand on boit en compagnie, c'est sûr qu'on ne boit pas beaucoup. Et j'ai pensé que c'était un piège dans lequel on pouvait tomber très facilement. Et j'ai connu beaucoup de collègues qui ont été très accrochés à l'alcool, surtout l'alcool. Les drogues dures, j'en connais pas, mais l'alcool était tellement facile et circulait tellement facilement. Alors je sais qu'on peut s'en sortir, que c'est complètement difficile. Je sais que celle dont je vous parle a mis du temps, mais s'en est sortie. Mais l'alcool m'a toujours fait très 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 peur. Est-ce que, Eric Zipper, Marie Bonnet, est-ce que vous avez... allez-y peut-être. Allez-y, prenez la parole. Allez-y. Je voulais juste réagir à ce que vous avez dit avant à propos de l'adrénaline. Donc, je pense effectivement qu'il y a des comportements de personnes qui recherchent l'adrénaline pour le plaisir de l'adrénaline. Je pense que notre boulot à nous, en tant que patron d'ONG, de militaires ou d'équipes médicales, c'est de faire le tri. Et en fait, ces gens-là, c'est les gens qu'il faut pas utiliser. Parce que c'est des gens qui chercheront à se mettre en danger pour éprouver ce besoin. Et nous, c'est tout le contraire dont on a besoin. On a besoin de gens qui soient capables, conscients de leurs limites et qui n'aillent pas au-devant du danger pour ressentir cette décharge d'adrénaline. Donc c'est pour ça que je rejoins totalement ce que disait mon collègue infirmier. Les gens qui forment les commandos, qui forment les équipages, qui partent sur des missions difficiles ou qui font du secours de catastrophe ou plein d'autres choses de cet acabit, ont le même profil. On trouve beaucoup plus, enfin nous par exemple dans notre ONG, mais c'est valable aussi pour l'armée, on trouve beaucoup de gens qui sont pères de famille, alors qu'on pourrait se dire que pour faire ce genre de travail, on va plutôt trouver des têtes brûlées célibataires. Et c'est ces profils-là qui sont absolument pas intéressants, parce que ces gens-là n'auront pas assez les pieds sur terre et seront trop tendance à se mettre plus en danger, quoi. Pour éprouver justement ce plaisir de l'adrénaline. Quant à des comportements de substitution après, nous, enfin, on a la chance de ne pas en avoir rencontré. Enfin, moi, je ne connais pas. Par contre, la seule mésaventure qui nous arrive, c'est d'en dépister un qui était déjà avant et qui nous avait rejoint. Et voilà. Mais après, c'est parce que justement, on était dans un profil d'une personne qui recherchait absolument des sensations qui soient des sensations fortes et qui pensait les trouver en faisant ce travail. Marie Bonnet. Alors, je vais répondre en 2 points, enfin en deux temps, avec un balancement. Je voudrais revenir sur la question d'équilibre. Moi, j'aime bien déculpabiliser les membres de nos unités qui font des opérations particulièrement exposées. J'aime bien dire, voilà, vous êtes habitués à monter très haut en stress, ce qui vous différencie de personnes qui ne sont pas habituées à le faire dans la population habituelle. Ça ne veut pas dire que vous soyez différent ou suspect. Loin de là, vous êtes capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Et simplement, vous allez avoir une équation d'équilibre différente d'autres gens qui ne montent pas en stress comme ça. Voilà. Donc, je trouve ce qui est très intéressant, c'est de travailler sur l'équation de l'équilibre.
Et le service de santé des armées, dont je suis membre, est là pour donner les outils pour effectuer cette équation d'équilibre qui est particulière. Voilà. Ce que je peux dire après plusieurs années de travail concret de terrain avec des membres d'unités faisant des opérations particulières, c'est que une fois qu'on est monté très haut, alors, je vais utiliser une image de dynamique qu'on utilise en addictologie. Une fois qu'on est monté très haut, il faut faire attention à la redescente. Et cette redescente est malaisée, puisqu'il faut arriver à faire très vite une nouvelle équation d'équilibre. Et il faut arriver à passer d'un état A, où on est en stress intense, à un état B, où on revient en vie normale. Et c'est cette descente qui est très délicate. Et il y a de nombreuses pratiques de substitution qui sont utilisées pour effectuer cette redescente, que nous n'avons pas à stigmatiser ou à fustiger, mais qui peuvent retarder le nouveau règlement, le nouvel équilibre, le nouveau règlement du stress. Et donc, j'invite toujours les personnes concernées de près par cette dynamique à être attentifs à ce réglage fin, comme quand on règle une voiture, vous savez, une Ferrari. Et donc, ces pratiques où il faut faire très attention, oh, pardonnez-moi, je vais être un peu cash, hein, ce sont les jeux vidéo violents, c'est le sexe, ce sont les conduites à risque autour de la vitesse, voilà, l'automobile, la moto. Dans cette phase de redescente, attention au trajet en moto. Voilà. Attention à l'utilisation constante sans pause et un peu outrancière des jeux vidéo violents. Voilà. Parce que c'est dans cette phase-là qu'on va éventuellement rester high, qu'on va maintenir le taux d'adrénaline haut. Or, à un moment, il faut accepter et il faut apprendre à redescendre. Alors, il y a quelque chose d'intéressant également dans ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de secouristes professionnels qui font également du bénévolat le week-end, et donc qui ne prennent pas ce sas de décompression et qui passent la journée, et la semaine même, dans un état d'adrénaline, et il n'y a pas forcément de législation qui peut les empêcher de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème, un vide ou quelque chose de dangereux pour les gens qui travaillent sans arrêt pour se garder en période high, comme vous le disiez? Qui veut répondre sur ce... Alors, peut-être que, justement, là, c'est peut-être un des signes qui nous font dire qu'on peut rentrer à ce moment-là dans l'addiction, parce que pour résumer l'addiction, en fait, c'est la perte de contrôle. La perte de contrôle d'un comportement. Si on prend, par exemple... un comportement, si on prend la consommation d'alcool, la plupart des gens qui boivent vont boire 1, 2, voire à la limite 3 verres à une occasion et vont pouvoir s'arrêter. Et les gens qui vont tomber dans l'addiction, c'est gens qui n'auront plus cette liberté au bout de 3 verres de pouvoir s'arrêter. Alors après, est-ce que justement dans le secourisme, à un moment, on ne va pas avoir cette perte de contrôle et peut-être à ce moment-là, accumuler les missions, peut-être ça je ne sais pas trop. En tout cas, un des signes de l'addiction, ça peut être cette perte de contrôle. Et comment on voit qu'on perd le contrôle d'un comportement, c'est quand ça commence à retentir sur notre vie habituelle. Quand il commence à y avoir des conséquences sur la famille, des conséquences financières, des conséquences sur le travail. Alors là, c'est plus peut-être pour l'addiction aux produits. Si on prend par exemple l'addiction à l'héroïne, on tombe assez rapidement dans des conséquences négatives qui vont être sur le travail, des conséquences financières, des conséquences aussi judiciaires. Donc peut-être que là, ça peut être un signal d'alarme de se dire, est-ce qu'on ne commence pas à rentrer dans cette perte de contrôle qui pourrait être un des signes de l'addiction?
Marie Bonnet, peut-être sur cette question de ces professionnels ou même bénévoles qui partent en mission sans arrêt pour garder cette période high. Est-ce que vous avez un regard à nous donner là-dessus ? Je pense qu'il faut être très attentif et accepter de se faire accompagner pour constituer soi-même un programme de vie équilibré. Voilà. Et apprendre à gérer cette redescente sans être dans un évitement de la redescente. À un moment, c'est un passage obligé. Oui. Il faut bien le dire. C'est ça. Et donc, il faut l'intégrer en soi quand on... Voilà. C'est-à-dire que la bonne santé, c'est que quand ça va redescendre et qu'on rentre, on va être down. On va être déprimé et il faut le traverser. C'est un devoir. Je vais dire, il faut. Il faut accepter d'être désœuvré, d'être blasé, de perdre le plaisir et arriver à ressentir soi-même qu'on a envie d'être agressif. C'est une sorte de sevrage. Voilà. Alors les petits signaux, c'est on n'a pas envie de sortir avec le conjoint, on a ras-le-bol de ses enfants, on se sent incapable de faire quelque chose de pratique, on a envie de rester prostré. Voilà. Il faut passer par un petit down. Il ne faut pas que ça dure, parce que sinon, là aussi, c'est un signal d'alerte. Et alors moi, ce que je propose très concrètement, c'est des petits programmes d'accompagnement très précis, comme on fait un programme de sport pour muscler une partie du corps. Si vous voulez, tout à l'heure, je décrirai un petit programme très, très, très facile, mais qui, c'est comme un coaching pour se refaire les abdos après une opération, une rééducation. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend avec des petits pas, et jamais laisser s'installer une situation. Alors on va revenir justement sur le retour de mission un petit peu plus tard. Éric Zipper, vous avez une activité particulière, c'est que c'est une activité de loisir à la base, qui devient au final une activité, je dirais presque un métier, puisque vous devenez secouriste pour des spéléologues. Donc vous êtes à la fois dans le loisir, dans le sauvetage, et vous faites ça la semaine, le week-end, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes peut-être dans cette tentation, pas vous, bien sûr, je dis un grand vous, hein, évidemment, vous avez vécu cette tentation donc, de faire de la spéléo sans arrêt et donc de vivre cette adrénaline. Ouais, alors, je pense qu'il faut séparer les deux choses. Il y a la pratique de la spéléologie qui, pour beaucoup de gens, est une activité dite à risque, mais qui en fait est une superbe activité d'exploration et scientifique. On n'y va pas. Enfin, après, c'est toujours une question de motivation, mais la plupart des spéléologues, ils vont pas pour le grand frisson, ils y vont parce que ce sont des aventuriers, parce qu'ils aiment bien découvrir des nouvelles choses. Voilà. Après, il faut différencier ça du secours spéléo, qui est totalement autre chose et qui est particulièrement difficile parce que alors, même si on ne va pas secourir que des spéléologues, puisque 2 personnes sur 3 ne sont pas des spéléos, on va chercher toutes les personnes qui sont qui ont des problèmes sous terre, mais c'est-à-dire qu'en plus se rajoute la dimension qu'on va souvent chercher quelqu'un qui est de notre famille, enfin de notre famille des spéléos. On est une toute petite famille en France quand même. Et puis ça se passe dans les environnements qui étaient nos environnements de loisirs. Donc c'est relativement difficile. Mais il n'y a pas de course. Puisque les secours sont peu nombreux. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était plus de rebondir sur la partie ONG et secours de catastrophe, parce que ce que ma voisine appelle l'équilibre et la difficulté justement de gérer cette redescente. Nous, on forme nos gens avant qu'ils partent en mission à cette éventualité du retour qui va être difficile. Et je sais que quand on se rassemble juste avant l'embarquement dans l'avion, je leur répète encore une dernière fois qu'ils vont vivre une partie de leur vie qui va être très différente de leur vie de tous les jours et qu'il y aura ça de différence et que les curseurs entre la chose la plus triste et la chose la plus heureuse qu'ils peuvent vivre, ils vont s'écarter. On va les repousser beaucoup plus loin et que toute la difficulté, ça sera au moment où on va réembarquer dans l'avion pour revenir en France, ça sera de ramener les curseurs à la vie normale qui est la nôtre en France. Donc en clair, je leur explique que si on s'y prépare pas, je leur raconte quand moi je rentre de mission, alors je suis super content d'arriver à la maison, et puis vous avez 2 heures en gros où vous êtes le héros de la journée, donc tout le monde est super content, tout le monde vous fait la fête. Il y a 2 heures où on vous fiche une paire royale, et puis il y a 2 heures après où on vous dit finalement en 3 semaines le gazon il a poussé, puis le bulletin du petit il n'est pas terrible, et puis là vous avez 2 solutions, c'est soit vous êtes préparé et vous vous dites, oui, en fait, c'est ça la vraie vie. Et le vrai drame aujourd'hui à la maison, c'est la crevaison du pneu de la voiture ou le portable qui est cassé. Ou vous n'êtes pas du tout préparé à ça.
et vous dites, avec tout ce que j'ai vécu, franchement, le problème du portable, du gazon, du machin, c'est n'importe quoi. Et donc là, vous vous coupez de tout. Donc je pense que le retour à la vie normale, entre guillemets, se prépare avant le départ. Et nous, on a aussi une chance quand on part en mission, c'est qu'on a toujours une période de transition qui est relativement longue. C'est entre le moment où notre mission s'arrête et le moment où finalement on arrive à l'aéroport en France, il s'écoule souvent plus de 2 jours, voire sur certaines missions beaucoup plus, où l'équipe reste soudée ensemble et peut débriefer à loisir et se parler à loisir. Donc on parlait avant de l'importance de l'équipe. Enfin, c'est évident que dans le débriefing et la gestion de cette redescente à la vie normale, la notion d'équipe est prioritaire et primordiale. Pierre Potel, en tant qu'ancien infirmier des forces spéciales, je suppose que vous avez dû en voir, et notamment sur le retour de mission, ce vide qu'on peut ressentir. Bien sûr, je me retrouve tout à fait dans ces propos. C'est quand on part 4 ou 6 mois, qu'on vit des choses hors normes. On est en famille, notre deuxième famille, quoi. On est entre nous, en petite équipe, on est vraiment soudés, et puis du jour au lendemain, on se retrouve, en une semaine, on se retrouve, après 6 mois à vivre comme ça, on se retrouve à la maison, la machine à laver qui tombe en panne, les programmes à la télé, bon, c'est pas passionnant, et bon, ben voilà, il faut être conscient que c'est ça la réalité, et que la réalité, c'est pas passer sa vie dans le désert à traquer l'ennemi, quoi. Donc, on y est déjà, on y est sensibilisé par tous les gens du service de santé qu'on est en mission. On sait que ça va arriver, on sait qu'il va y avoir quelques jours qui vont être un peu difficiles. On n'a pas envie d'être confronté à la foule, on a envie d'être tranquille à la maison et puis de reprendre ses habitudes, reprendre sa place aussi, parce que quand madame, elle a passé 4 mois ou 6 mois toute seule, elle apprend à tout faire toute seule, et nous, on rentre, on sert à rien, quoi. Donc il faut reprendre sa place tout doucement. C'est pas évident, quoi, mais après, le fait d'en parler avant et puis d'en discuter avec les camarades, on sait que c'est normal. Si on n'y était pas sensibilisé, on penserait qu'on est différent et qu'on est faible. Alors qu'en fait, on est tous comme ça, il n'y a pas de surhomme. On est soumis on a des vies quand même atypiques, et on est soumis à des choses qui sont atypiques aussi. Donc c'est normal qu'on ait des réactions qui soient un peu étranges parfois, humaines. Ouais. Et donc, voilà, le retour à la maison, on sait que ça va être quelques jours ou quelques semaines pour se remettre dans le bain. Après 6 mois, c'est normal, quoi. Mais on est conscient et on vit avec, quoi. Est-ce que vous diriez, chacun de vous, qu'on forme assez bien, notamment les secouristes bénévoles, à la gestion de l'adrénaline ? Est-ce que c'est un champ qui est assez pris en compte par les formateurs, et est-ce qu'on les prévient assez de ce qu'ils vont vivre ou de ce qu'ils potentiellement pourront vivre ? Marie Bonnet, peut-être ? Alors, je n'ai pas véritablement la réponse à votre question, puisque j'ai la vision de l'armée et j'ai une moindre connaissance pour les domaines que vous énoncez. Donc, je laisse à Eric. Alors, moi, au niveau de l'ONG, en fait, du Corps mondial de secours, c'est quelque chose qui a toujours été pris en compte, sur lequel on se forme le mieux qu'on peut, où il y a un suivi aussi, malgré tout, des gens quand ils rentrent de mission, pour savoir s'ils reprennent leur travail correctement, enfin, si tout se passe bien, on ne les laisse pas non plus complètement seuls. Mais je fais aussi partie d'équipes de secours plus traditionnelles, et je pense que c'est une dimension qui est vraiment pas du tout prise en compte. C'est-à-dire qu'on n'explique pas aux gens le fonctionnement. On n'explique pas aux gens, par exemple, que c'est, ce que vous disiez avant, que c'est pas la peine d'aller se confronter à des images difficiles. Voilà, que s'il y a 2 personnes qui doivent y aller, ça suffit, qu'on n'ait pas besoin d'y aller à 10. Les gens se rendent pas non plus compte, des fois, à quel point une image peut les impacter pendant longtemps. Et ils pensent qu'ils sont meilleurs secouristes ou meilleurs sauveteurs si c'est ceux qui ont été. Mais voilà, pas du tout. En fait, tout le monde a un rôle important. Et je pense que c'est des choses qu'on leur dit pas assez et qui, à mon avis, des fois peuvent entraîner des gros soucis. Et juste pour citer un dernier exemple, quand j'étais le patron du Spélo Secours, alors le Spélo, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais enfin s'il y en a un qui est plutôt dégoulinant de testostérone et qui dit que c'est tout sauf une femmelette, c'est bien eux. Et quand moi j'ai voulu introduire la notion, parce qu'il y avait eu des cas de gens qui avaient très mal vécu des opérations de secours, la gestion du stress, ça a été très difficile à faire rentrer dans les mœurs, et finalement on a réussi à le rentrer dans tous les stages, et avec des retours qui ont été très surprenants, de personnes qui étaient des durs à cuire, qui étaient reconnues comme telles depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, et qui finalement ont craqué quand ils ont raconté ce qu'ils avaient mal géré pendant des années, et qu'ils ont dû se gérer tout seuls, parce qu'ils n'avaient personne à qui en parler, parce que cette image de secouriste qui peut un jour être impacté par quelque chose n'était pas prise en compte. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire. Suzanne Tartière. Oui, c'est vrai, vous parliez des redescentes, et puis
au SAMU, je pense que ça se fait de manière informelle, on ne s'en rend même pas compte. Tous les jours, on a des mini-redescentes, on a des interventions des fois qui sont vraiment très dures. Et de manière informelle, l'équipe va se discuter entre elles, ils vont venir en régulation, on va en parler. Et ça se fait sans vraiment qu'on se rende compte. Et vous décrivez quelque chose qu'on fait de manière informelle. Donc. Et c'est vrai que quand on a des difficultés dans la journée, des missions un peu difficiles, on est scotché. On a, je ne sais pas comment vous appelez ça, ou les psychologues, mais on part pas, on rentre pas chez nous. On met du temps, on tourne, on part pas. Et je crois qu'on part vraiment du service quand on sent qu'on a vraiment posé nos valises et qu'on ne va pas embêter notre famille avec nos proches, avec tout ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grande... Et puis, je me rends compte aussi, quand il y a des événements durs, des attentats, de temps en temps, on va dire à certains, non, tu n'y vas pas, tu restes avec moi. Mais sans que ce soit vraiment explicité, certains jeunes, on va essayer de les protéger un peu parce qu'on dit, c'est le baptême du feu, c'est encore trop tôt pour eux. Ils vont craquer. Et moi aussi, c'est vrai que certaines interventions, je dis, quand je sais tant qu'il y a de la vie, j'y vais. Quelqu'un sur le métro qui est vivant, j'y vais. Si les pompiers de Paris me disent, docteur, c'est fini, il est mort, je n'y vais pas. Je n'ai pas envie de mettre ces images en tête. Je n'ai pas envie de les garder, parce que je sais qu'elles seront indélébiles. Puis je vais protéger aussi les familles. Je vais dire aux familles, n'y allez pas tout de suite, attendez, qu'on vous le remette en forme pour pouvoir le voir sans être choqué. Et je pense qu'on a aussi tout un travail à faire là-dessus pour les proches des patients. Donc un des grands messages que vous passez actuellement donc pour notre public, c'est de savoir se protéger déjà tout seul et donc de ne pas surestimer non plus sa capacité à encaisser. Parce que c'est souvent ce qu'on peut avoir comme tentation. Alors du coup, donc on a vu que l'adrénaline pouvait devenir une addiction par plusieurs biais. Mais alors comment on fait quand on est sujet à cette addiction? Est-ce qu'on doit changer de métier? On arrête d'être secouriste? On arrête d'être dans cet univers? Ou au contraire, on persévère mais dans d'autres voies? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour l'instant, on ne trie pas les gens au départ, savoir s'ils sont susceptibles d'être plutôt ceci, plutôt cela. Et je pense, heureusement, et on en parlait tout à l'heure, je crois que tout le monde a des facteurs de vulnérabilité pour certaines pathologies. Certains vont avoir des facteurs de vulnérabilité pour l'addiction, mais il existe aussi des facteurs de protection. Donc, un des facteurs de vulnérabilité, c'est peut-être aussi ce qui va vous donner envie d'être secouriste. Hein. Mais du coup, il y a des gens, et je pense que c'est au niveau de la sélection des secouristes qu'il faut être vigilant. Il y a des gens qui pourront très bien, même s'ils sont quand même en recherche de sensations, ils auront des facteurs de protection qui feront qu'ils ont beaucoup moins de risques de tomber dans une addiction ou de switcher peut-être le secourisme après par une autre addiction. Et il y a d'autres personnes qui n'auront pas ces facteurs de protection. Et là, je pense que vous les repérez. Et à ce moment-là, il vaut mieux dire à ces gens-là que peut-être que c'est peut-être pas la bonne voie à prendre. Alors, on parlait tout à l'heure des attentats. 7 janvier, 13 novembre, l'attentat du 14 juillet. Et c'est vrai que les attentats, c'est quelque chose de particulier, bien évidemment, quand on part sur le terrain. Ce n'est pas un accident. Donc, probablement que les gens sur le terrain le vivent différemment, cette adrénaline, et surtout le retour de mission est probablement peut-être encore un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit d'attentats que lorsqu'il s'agit d'accidents. Est-ce que vous l'avez vécu et est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une anecdote concrète ? Non, je les ai vécus en régulation. Mais je crois que le plus dur, quand on est confronté à ces situations, c'est d'être confronté à des proches, de retrouver des parents, des proches. Et là, je pense que c'est une situation qui, même les plus aguerris, ont énormément de mal. Et ça, je crois qu'il faut vraiment savoir que ça peut arriver et se demander comment on va réagir. Et si on peut éviter d'envoyer des gens qui connaissent ses proches, il faut le faire. Je crois que pour moi, je crois que c'est une situation extrême. Marie Bonnet, peut-être, sur... J'ai fait du débrief de petits groupes qui étaient sur les attentats qu'on intitule du Bataclan. Ils ont fait face, et heureusement, vraiment, on doit leur savoir gré. Et ce que je trouvais très bien, c'est qu'ils étaient capables d'identifier quelle était... en même temps que leur grand professionnalisme, leur difficulté aussi à assumer tout ce qu'ils devaient assumer. Et je crois que c'est ça qui est bien, c'est cette capacité à la fois à agir et à se prendre en charge soi-même dans l'événement. Et ça, je trouve que c'est un très bon signe de santé psychique. Voilà.
de dire on vient de vivre quelque chose d'anormal, nous le ressentons, nous avons fait face, mais bon, ça nous a bien pompé l'énergie. Voilà. Et je crois que leur permettre aussi de leur donner un espace, de faire cette mise en mots, c'est un beau cadeau à leur faire. Donc un des conseils qu'on peut donner à notre public, s'ils sentent une fragilité, c'est tout de suite d'aller en parler, de surtout pas rester avec cette fragilité-là. Peut-être Pierre Potel, vous, avec des gens qui étaient dans les forces spéciales, encore une fois, je mets ça vraiment, je trouve que c'est vraiment particulier, les forces spéciales, c'est pour ça que j'appuie dessus, mais je pense que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. On parlait des secouristes qui sont dans les attentats, en fait, sur le territoire national, qui sont confrontés à toutes ces scènes-là, et je pense que pour eux, c'est encore plus dur que pour nous, parce que nous, quand on part à l'étranger, on est acteur, on sait, on s'y attend. C'est nous qui montons la mission, c'est nous qui... On est vraiment conditionnés. Alors que là, c'est des gens qui s'attendent à aller chercher une victime d'un OAP ou je ne sais quoi, et ils se retrouvent dans une scène de guerre en France, chez eux, dans des rues qu'ils connaissent. Et c'est vraiment totalement différent de ce que nous, on peut vivre en opération. Parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ça. Ils sont au cœur d'une scène de guerre en plein Paris. Et là, je pense que c'est vraiment difficile à gérer. Donc après, je ne sais pas s'ils sont suivis, s'ils sont... Parce que nous, on est obligés d'aller voir le psychologue. Si on n'a pas envie de lui parler, on ne lui parle pas. Mais bien souvent, ceux qui n'ont pas envie, souvent, c'est ceux qui restent plus longtemps dans le bureau à discuter. Donc c'est bien qu'il y ait cette notion d'obligation d'aller voir le psychologue. Parce que ceux qui en ont besoin, en général, ils vont éviter. Non, moi, c'est pas pour moi. Moi, je surmonte ça. Alors qu'en fait, c'est peut-être eux qui en ont le plus besoin. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui ont assisté à ces scènes-là dans Paris, mais je leur souhaite d'être suivis comme nous on l'est dans les armées, et parce que je pense qu'ils en ont bien besoin. Ben justement, Suzanne Tartiro, Marie Bonnet, vous avez peut-être la réponse. Sont-ils tous suivis ? On n'est pas tous suivis, mais comme par hasard, le psychologue ou le psychiatre va se trouver avec eux à la machine à café. Enfin, on va essayer de faire des rencontres un peu informelles, sans qu'on se rende compte, et puis ça permet de commencer quelque chose. Marie Bonnet, peut-être, non, pas de... Tout a été dit, bon, très bien. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un exercice technique que vous alliez nous faire partager, comme l'exercice des abdos. Alors du coup, je pense que c'est le bon moment. Non, alors c'est vrai que lorsque des personnes viennent me voir après une phase d'opération très difficile et qui sentent qu'ils ont besoin d'un soutien, ce que je leur suggère, c'est de se faire un programme, comme un programme sportif, pour la vie à la maison ou pour considérer son job au quotidien de retour à la caserne, dans l'unité. Et ce programme, ce que je suggère, doit comprendre à la fois du sport, mais pas de manière outrancière, et aussi pas mal d'activités manuelles selon l'appétence et le goût personnel de chacun, qui peut être le bricolage, qui peut être la cuisine, qui peut être la peinture ou le dessin pour ceux qui apprécient, le jardinage. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Pour mettre un terme technique, il y a une portée ergothérapeutique, mais sinon, c'est juste la vraie vie qui s'installe à nouveau. Et par le biais d'une passion, si on a la passion du jardinage ou de la gastronomie ou du bricolage, eh bien, à la fois, on fait quelque chose d'utile, on se fait plaisir, on fait plaisir à la maisonnée et à notre environnement proche, et puis on retrouve sa forme d'équilibre. Et puis aussi, j'essaie d'inviter à alterner socialisation éventuellement un peu forcée, quand on est en phase de repli, se forcer à sortir un petit peu le week-end, et d'alterner la socialisation et le retour sur soi, de laisser cette double dynamique s'installer, et puis d'entrer en rééducation du plaisir lorsqu'il a été très émoussé. Il faut faire attention, ça peut venir très vite. Rééducation du plaisir, c'est arriver à se faire plaisir de manière normale avec les choses que l'on aime le plus. Voilà. Et de manière normale. J'insiste toujours sur ça. Du plaisir, oui, beaucoup, de manière normale. Et vraiment, ça entre dans cette phase de réadaptation, rééducation. Il y a quelque chose que vous avez tous abordé sans gratter beaucoup plus, mais ça m'interpelle. Vous avez tous parlé de la famille, notamment du conjoint, et de l'importance de recréer quelque chose avec lui. Mais ça ne doit pas forcément être facile quand on rentre de mission, qu'on a connu beaucoup d'adrénaline, que le conjoint comprenne ça et donc soit accueillant avec ce traumatisme-là, ou en tout cas avec cette descente-là. Alors comment on parle à son conjoint? Comment est-ce qu'on lui explique ce qu'on vit?
et quels mots on trouve pour qu'ils nous accueillent tel qu'on revient de mission. Allez-y. Alors, moi, je reviendrai juste aussi sur, d'une manière un peu plus générale, c'est comment on reprend contact aussi avec les gens qui sont autour de nous, parce que on est dans une situation qui est un peu bizarre. Je rejoins vraiment ce que disait mon voisin infirmier, c'est que même si nous on part moins longtemps, on vit des choses qui sont très fortes avec l'équipe avec laquelle on est, et en fait on s'aperçoit que c'est souvent, tout le monde le sait, mais c'est peut-être une évidence, mais c'est qu'avec les gens qui ont vécu la même chose qu'on est capable d'échanger. Nous on a vécu 2 expériences très difficiles avec des cellules médico-psychologiques qui nous ont pris en charge, mais qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et qui ont été totalement inefficaces. Et on s'est dit que c'est vrai que les vrais débriefings, on peut que les faire avec des gens qui comprennent à demi-mot ce qu'on essaye de leur expliquer. Toute la difficulté quand on rentre chez soi, alors le rôle du conjoint, de la famille, mais peut-être même d'une manière un peu plus élargie, des proches, des amis, c'est d'avoir assez de tact pour vous laisser tranquille, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une première période où c'est ça qui est important. C'est-à-dire, vous revenez à la maison, mais en fait, c'est comme si vous étiez parti un quart d'heure avant. Il n'y a rien de particulier, voilà. Et puis, c'est peu à peu, si vous avez envie de parler, vous parlez. Sauf que quand vous parlez, il y a une difficulté aussi, c'est que vous parlez à des gens qui n'ont pas vécu vous tentez de raconter à des gens qui ne peuvent pas comprendre des choses que vous avez vécues, et vous apercevez très vite que si vous ne remettez pas plein de filtres partout, vous leur faites terriblement du mal. Et donc du coup vous vous murez aussi un peu dans un silence parce que vous ne pouvez pas raconter ce que vous auriez envie de raconter. De protection, quoi. Oui, tout à fait, de protection pour eux aussi. Voilà, c'est... Et alors après, sur la socialisation, c'est aussi très paradoxal, parce que d'un côté, on a envie de retourner voir plein de gens. De l'autre côté, on sait très bien qu'on va être exposé toujours aux mêmes questions, parce que quand vous revenez, on sait que vous revenez, je sais pas, d'une mission, tout le monde parle encore du tremblement de terre qu'il y a eu à Katmandou, vous rentrez, on vous dit, ah ben alors, comment c'était, et vous voulez répondre quoi? Donc c'est aussi génial. Mais ouais, non, mais c'est ça, ouais, mais voilà, donc c'est aussi ça. À un moment, faut être capable de trouver la bonne formule qui permet d'éluder ce genre de questions et de pas rentrer. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis, et de pas rentrer dans ce genre de discussion. Ouais. Pierre Potel, je vous vois acquiescer. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Après, il y a des gens qui disent rien du tout. Je pense que ça peut plus inquiéter des fois qu'autre chose. Il y a des gens qui en disent trop. Après, il faut dire ce qu'ils racontent. Enfin, ce qu'on a ressenti des fois, à sa conjointe, on va pas dire ça à la boulangère, hein, mais il faut trouver le juste milieu, quoi. Après, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de... Voilà, c'est chacun fait avec son ressenti, ce qu'il a envie de dire, je pense qu'il faut en lâcher un petit peu quand même, on ne peut pas tout garder pour soi, et il faut pas non plus effrayer son entourage, et puis faut trouver le juste milieu, la bonne dose, quoi. Est-ce que vous auriez peut-être un autre conseil à donner à notre public pour bien gérer le retour de mission? Vous qui avez une spécificité déjà, quand même dans l'activité. Il faut s'attendre, comme disait mon camarade, c'est comme si on était parti il y a un quart d'heure alors que ça fait 6 mois qu'on est parti, ou 3 semaines, et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne s'y attend pas, quoi. On croit que ça va être génial, et puis finalement ça dure 2 heures, et puis après c'est le retour à la réalité. Donc il faut déjà en être bien conscient. Avant de partir, il faut en discuter avec des gens qui sont, si c'est la première fois que vous partez, ou il faut en discuter avec des anciens qui ont déjà cette expérience-là, comment leur poser des questions. En fait, c'est du bon sens, hein, c'est se servir des expériences des autres qui l'ont déjà vécu, c'est s'appuyer sur eux, et prévenir la famille aussi que voilà, qu'on va peut-être être un peu différent les premiers jours, qu'ils ne s'attendent pas à ce que ce soit tout feu tout flamme. Donc beaucoup communiquer, en fait. Communiquer le plus possible, et puis aussi se servir des retours d'expérience des plus anciens. Ça, je pense que c'est essentiel, quoi. On n'est pas tout seul. Ouais. Et voilà, c'est ça le truc. Docteur Reyer, si on reprend l'intitulé exact de la conférence, Adrénaline, où commence la dépendance? Est-ce que vous avez une réponse claire à nous faire là maintenant? Où elle commence et surtout où elle s'arrête? C'est un peu conceptuel comme question, mais je compte sur vous. La première question est compliquée, la deuxième encore plus. Où elle commence, je crois qu'on en a parlé, c'est que c'est cette histoire de redescente qui est toujours là dans l'addiction. Nous, les usagers qu'on va voir, la descente, ils la gèrent, mais ils ne la gèrent pas comme il faut. Ils vont la gérer en reprenant du produit avec d'autres produits. Donc, il n'y a jamais cette redescente. Et je pense qu'ils ont aussi... pour eux, c'est compliqué de gérer la descente dont vous parlez, vous. Et cette descente, je pense qu'elle peut être bien gérée
quand on a une stabilité autour, vous parlez de votre famille, vous parlez, nous les usagers souvent qu'on peut voir, c'est des gens qui n'ont pas de famille, pas d'entourage. L'entourage, c'est la deuxième famille, qui sont les pères PAIR, qui ont aussi des problèmes d'addiction, donc ils n'ont pas cet entourage stable qui fait qu'ils ont basculé à un moment dans cette addiction. Donc je crois que c'est vraiment, voilà, quand on ne redescend pas, quand on ne prend pas ce temps-là de redescente. Hein. C'est comme quand vous avez bien bu un soir, ben, le lendemain, vous avez un peu mal à la tête. Bon, ben, vous avez mal à la tête, vous attendez, à la limite, vous prenez un peu de Doliprane ou je ne sais pas quoi, et puis ça passe. Il y en a, ben, voilà, ils vont reboire et puis ils n'auront pas mal à la tête. Mais au bout d'un moment, ben, ça va... De reboire, ça ne va plus aller parce qu'ils vont être à des quantités. Voilà, je crois que cette histoire de gestion de la descente est vraiment très importante. Voilà, alors, donc le début, je pense que ça peut être un petit peu là-dedans, quand on a l'impression d'être toujours... aïe en fait, et de pas prendre le temps de redescendre. Après, quand est-ce que ça finit l'addiction, voilà, ça je ne sais pas trop. Peut-être quand soit pour soigner, alors j'aime pas trop dire soigner une addiction parce que voilà, ça c'est une pathologie chronique ou en tout cas un comportement chronique, l'addiction, qui fait qu'on est vulnérable et à des moments on va aller mieux, à d'autres moments ça va repartir. Donc quand est-ce que ça va aller mieux? Ben, peut-être quand on va retrouver le contrôle de cette addiction. Et des fois le contrôle ça va être de ne plus avoir le comportement. Donc pour des gens qui sont secouristes comme vous, enfin, qui sont dans ce type de profession ou d'action, ça va être peut-être d'arrêter, ou d'autres vont devoir gérer peut-être en allant faire moins de missions. Voilà. Si je prends un peu un parallèle avec les produits psychoactifs, c'est un peu ça. Il y en a qui vont arriver à gérer. Et il y en a d'autres pour qui le seul moyen de gérer, ce sera d'arrêter le comportement avec tout ce qui va avec. Alors, je vais me tourner vers le public. Est-ce que vous avez déjà quelques questions? Est-ce que vous avez des commentaires, des choses à nous faire partager? Oui. Oui, je voulais demander à Marie Bonnet, vous parliez se faire plaisir de manière normale. Et vous avez insisté là-dessus. Et vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport au normal, moral, ou j'ai pas bien compris. Oui, alors l'idée c'est de ne pas tomber dans une conduite à risque substitutive. Donc si c'est le rapport à la gastronomie, eh bien c'est de ne pas avoir un comportement boulimique. Si c'est faire une balade pour aller voir le bord de mer, c'est pas prendre la moto pour aller à 200 km/h sur la falaise. Avec modération. C'est ça. C'est ça. Mais dans le domaine que l'on aime, c'est-à-dire, oui, on aime la gastronomie, et ben on essaie de se faire un très bon repas. Vous voyez cette idée Alors c'est un peu contradictoire quand on a un comportement addictif, forcément. C'est un peu difficile de traiter ça de façon normale, quoi. On parlait d'alcool tout à l'heure. Quand on a un comportement addictif, je ne vois pas pourquoi on se modérerait, quoi. C'est vachement difficile. C'est pour ça que je voulais que vous précisiez. Mais oui, toute la finesse est là. C'est d'arriver à développer dans cette redescente, dans la recherche du nouvel équilibre B, hein, j'avais parlé de A, la redescente B, d'utiliser des substitutifs, des substitutions saines, en choisissant les domaines qui nous font vraiment plaisir. Parce que si c'est une substitution, alors je vais faire le ménage, et puis le repassage, et puis... non, mais ça va, à un moment, ça ne va pas marcher, parce que ça va être très... Bon, il faut se faire plaisir dans une optique substitutive et équilibrée. Donc en positionnant plusieurs choses et en se faisant un petit programme pour organiser la vie, en se faisant des petits projets aussi, des petites vacances, un petit week-end... un petit cross à vélo, voilà, vous voyez, des choses comme ça. Vous suggérez de remplacer une addiction par une autre, en fait. Vous me cherchez là. Non.
Moi, ayant plutôt un comportement excessif dans la vie, il y a quelques années, j'ai fréquenté les alcooliques anonymes. Bon, je ne devrais pas le dire. Et j'ai remarqué qu'il fallait remplacer une addiction par une autre, en fait. Alors, ils devenaient addicts aux réunions, par exemple. C'était une nouvelle addiction. Mais en vrai, c'est ce que j'ai vécu. Et je me disais que finalement, quand on a un comportement addictif, c'est pour la vie entière, quoi. Il faut trouver une autre addiction normale. Alors, on a une addictologue qui est là, qui va pouvoir peut-être nous répondre. Alors, je pense qu'il faut peut-être différencier les conduites à risque et vraiment l'addiction. Il peut y avoir des conduites à risque et quand on gère la descente, on ne va pas forcément tomber dans l'addiction. Mais il y a le risque de l'addiction et d'autres risques peut-être. Et il y a les gens qui ont un problème d'addiction vraiment à un produit ou à l'adrénaline. Et là, c'est vrai que c'est difficile, et nous on le voit chez nos usagers, qui reprennent du plaisir dans des choses de la vie plus entre guillemets normales, parce que après qu'est-ce qui est normal, bon ça c'est compliqué, mais voilà, c'est vrai que nous, nos usagers, ils sont, bon c'est vrai, c'est des gens en grande difficulté, mais ils ont du mal à faire autre chose que les produits, et c'est vrai que souvent on voit des passages d'une addiction à l'autre. Alors il y a des addictions qui sont plus ou moins néfaste, donc après, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là. Quand on a un potentiel addictif pour plein de raisons, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué et c'est un travail qui est souvent très, très long et ça dure parfois plusieurs années. Alors, on a encore un bon quart d'heure à passer ensemble. Est-ce que vous avez encore des questions, des interrogations, ou même des commentaires, des choses à nous faire partager? Non? Bon. Oui, bien sûr. Ma technique, c'est une après-midi chez Guerlain. Ça vaut la peau des fesses, mais un super massage du dos, etc., on en ressort métamorphosé. Et puis c'est tellement cher qu'on ne peut pas être addict à ça. Mais ça fait du bien. Et c'est vrai et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas offrir à mon service un fauteuil de massage. C'est peut-être pareil idiot, mais parce que des fois, on a des horaires au SAMU qui sont un peu fous. On fait des fois 24 heures de régulation. Personnellement, j'y arrive plus. Au-delà de 10 heures, je suis plus gentil, c'est trop dur. Mais si toutes les 4 heures, on allait se faire masser le dos, enfin, je crois que ça ferait du bien. Et je pense qu'il y a des petites choses, finalement pas grand-chose, qui permettent des micro-descentes et qui permettent de descendre ce stress. Je sais qu'il y a d'autres... Et c'est vrai que souvent la médecine civile doit copier sur la médecine militaire. Moi, j'apprends plein de choses en vous écoutant. Et je vous promets qu'il y a des choses qui vont un peu changer aussi, que je vais essayer de faire changer. Parce que la médecine militaire est quand même bien en avant sur ce stress, sur cette descente. C'est vrai qu'on n'emploie pas le mot, mais je pense que c'est important. Et je pense qu'il y a quelque chose, un soin du corps, quelque chose qui permet de faire descendre de mieux descendre sans être addict. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Les massages sont des choses que je préconise énormément. Certains arts martiaux doux. Alors c'est vrai qu'on ne va pas pour la redescente faire de la boxe thaï, mais voilà. Le tai chi. Après, bon, on a plus ou moins certains goûts, mais pour les adeptes de la boxe thaï et du kung-fu, faire du tai chi est intéressant. Il y a des postures qui font un petit peu penser, mais ça va aller dans le sens du rééquilibrage du corps. Alors c'est vrai que bon, le yoga pour des membres des commandos, des fois c'est un peu enquiquinant, mais voilà, mais le yoga ça peut être très bien. La piscine, très simplement, parce que aussi, je suis tout à fait d'accord avec les massages. Un jour, je le préconisais à une jeune femme qui avait un psychotraumatisme, Bosnie, etc. Et je parlais des massages. Elle m'a dit, oui, mais vous savez, madame, moi, j'ai pas les moyens. Donc, j'avais beaucoup aussi travaillé sur la question du coût. Donc, je lui avais suggéré d'aller à la piscine. Il y a de nombreuses façons d'avoir ces techniques de manière pas trop onéreuse. Donc arts martiaux, massage, tout ce qui est corporel, les sports doux, et puis les balades en forêt, le contact avec la nature. Pour ceux qui ont un animal, promener son chien en forêt, c'est très relaxant, c'est très agréable. Il y a une petite dimension de zoothérapie. Pour ceux qui font de l'équitation, alors je ne sais pas...
c'est pas dans toutes les casernes pareil, mais il y a certaines casernes, on propose l'équitation, ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que je peux vous dire ? La musique, bien évidemment. Oui, évidemment. La musique, c'est génial. Que ce soit la pratique ou écouter les disques qui vont bien. On pourrait en parler des heures. On avait une autre question ici. Et on parlait tout à l'heure justement des personnes qui ont un peu cette chronicité et ce besoin de s'engager nuit et jour dans des activités stressantes ou pas, mais en tout cas qui produisent de l'adrénaline. Est-ce qu'il existe actuellement un cadre légal qui encadre un peu ça, justement, des professionnels je prends le cas des infirmiers qui vont bosser toute la journée, faire des gardes de 12 heures et enchaîner des astreintes chez les pompiers, par exemple, toute la nuit, qui vont reprendre comme ça toute la semaine, jusqu'à entraîner finalement une certaine mise en danger, aussi bien pour eux-mêmes que pour les victimes qu'ils peuvent traiter. Et puis sinon, s'il n'y a pas de cadre, qu'est-ce qu'ont les associations en leur possession pour pouvoir mettre des cadres en place ? Vous savez, quand j'ai commencé mes études, on faisait 14 jours de garde affilée au mois d'août, et après on avait 14 jours de vacances. Donc c'est vrai qu'on a encore du travail à faire. Alors maintenant, on ne travaille plus de 24 heures, mais on travaille encore 24 heures. Et vous imaginez 24 heures de tension. Enfin, on peut dormir 4 heures la nuit, mais c'est moins 20 heures de travail. On a encore du travail à faire. Là, on est dans un cadre professionnel, mais les gens qui vont passer d'un cadre professionnel au cadre bénévole... Alors, je suis incompétente pour vous répondre. Je ne sais pas si quelqu'un en a pas. Enfin, j'avais posé effectivement la question tout à l'heure. On n'a pas eu vraiment de réponse, mais parce qu'il n'y a peut-être pas les acteurs aussi autour de la table pour y répondre, malheureusement. Pierre Potel, peut-être ? Non, je sais pas. En tout cas, quand on passe 6 mois ou 4 mois à l'étranger, quand on rentre, on n'a pas envie d'aller faire du bénévolat le week-end. On a envie d'être tranquille chez soi. Et, après, chacun voit midi à sa porte. Éric Zipper. Et ce qu'on peut aussi peut-être ajouter, c'est aussi tout le paradoxe qu'il y a chez certains professionnels du secours qui, d'un côté, ont des syndicats qui militent justement pour avoir des vrais temps de repos et pas trop dur de travail pour avoir le temps de bien se remettre. Et en fait, après, ce sont ces mêmes personnes qui enchaînent des gardes en tant que volontaire après avoir fait des gardes en tant que professionnel. Donc en fait on revient, je pense, surtout sur la question de la motivation, c'est pourquoi on fait les choses, quoi. Donc à se demander aussi s'il n'y a pas une course en avant à rencontrer ces situations et une frustration de ne pas les rencontrer assez souvent, et donc de se mettre le maximum pour pas louper la bonne occasion où on pourrait enfin avoir le truc que personne n'a vécu et qui serait... Je me demande s'il n'y a pas un peu ça, un peu comme le joueur qui se dit je me refais au prochain coup. Donc voilà. Par contre, il n'y a pas de compétences pour répondre sur le plan légal, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? Non, pas pour l'instant. Alors on va passer à la question finale. Je vais faire un petit tour de table. En quelques mots, est-ce que vous auriez du coup chacun un grand conseil à donner à notre public pour qu'il gère au mieux cette adrénaline au quotidien et pour qu'elle devienne un allié plutôt qu'un ennemi ? En quelques mots. Vous pouvez prendre la parole chacun. Moi, je voudrais juste dire qu'en fait, il n'y a pas de surhomme, on est tous confrontés. Et aussi, quand on fait ce métier-là, on a quand même envie de sensations fortes. Sinon, on travaillerait à la poste ou à la mairie, quoi. Donc, on a quand même un profil qui est un peu dans la recherche de l'adrénaline, ou de sensations fortes. Mais il faut savoir le gérer. Il faut savoir être conscient des risques. Parce qu'après, il y a l'addiction. Il y a des... on peut rechercher après l'adrénaline, mais de manière saine et en allant dans la nature, se faire plaisir, en fait, comme vous disiez, de manière simple. On n'est pas obligé de boire des bouteilles de whisky ou d'aller faire de la moto. Et il faut être conscient, il faut être vigilant, il faut s'écouter et être à l'écoute de soi-même, et puis aussi en discuter avec son entourage, et voilà, quoi, de penser qu'on n'est pas tout seul et en discuter avec son entourage. Voilà. Super. Allez-y, Marie ou Suzanne ou Eric, prenez la parole comme vous le souhaitez pour ce dernier conseil. Alors moi je dirais que c'est une gymnastique qui se met en place comme un art martial. Et j'ai d'ailleurs étudié que les personnes que je voyais les plus efficientes dans la gestion de la redescente de l'adrénaline, c'était des officiers et qui, en prenant les conseils des pairs et puis par leur expérience personnelle, avaient mis en place cette gymnastique sans vraiment le savoir et le constituer comme tel, mais qui l'avaient fait comme ça. Donc je me souviens d'une formation où on avait échangé
entre différents professionnels. Et l'un faisait du tai chi, l'autre faisait du jardinage façon à la japonaise, vous savez, les bonsaïs. Un autre faisait de la peinture. Et ils utilisaient ces façons-là pour ces moments un petit peu périlleux de la redescente, et avec beaucoup de succès et de capacité à le transmettre. Et je sais que c'était des personnes qui formaient leurs unités de manière informelle ou plus formelle, par le bon message au bon moment, avec le bon dépistage de la personne qui a besoin d'une parole à ce moment-là, et qui donc les formait de manière très efficace. Eric Zipper. Alors, c'est un peu toujours un peu prétentieux de donner des conseils, mais je pense que le premier conseil à se donner, c'est de bien rester à l'écoute de soi et de se poser toujours les bonnes questions. Est-ce que ce que je le fais toujours pour le plaisir d'aller aider l'autre, ou est-ce que je le fais pour d'autres raisons? Et puis, je pense aussi que c'est de vraiment travailler en groupe constamment, mais c'est valable. Enfin, là, on parle du stress en situation d'opération de secours, mais les mêmes règles s'appliquent dans le domaine du travail, enfin dans plein de domaines. C'est d'arriver à travailler en groupe, mais dans un groupe qui soit un vrai groupe constitué, où il y a un mot galvaudé maintenant actuellement, mais qui est la bienveillance. Et je pense que c'est aussi ce qui permet de traverser et de gérer ces retours de situations qui sont difficiles, en n'ayant pas peur de dire les choses, en sachant qu'on ne sera pas jugé, en sachant qu'on a le droit d'échanger librement avec les gens qui sont autour de soi. Donc je pense que c'est important de mettre tout ça en place aussi avant de se lancer dans des choses qui peuvent être difficiles. Suzanne Tartière, pour conclure. L'expression d'Éric, c'est être bienveillant pour soi et être bienveillant pour les autres. Ouais. Docteur Heyer. Oui, je crois que tout le monde a dit un petit peu ce qui était important, c'était de respecter ce temps de descente, et en sachant, comme vous l'avez très bien dit, que les gens qui recherchent le risque ont ce facteur-là, peut-être d'être plus à même de développer une addiction. Donc effectivement, je crois respecter la descente et essayer de veiller à ne pas perdre le contrôle de ces comportements, de ces shoots d'adrénaline. Eh bien, merci beaucoup. On peut les applaudir, nos invités. Merci à vous également d'avoir été là. Merci beaucoup. On se retrouve donc à 16h pour un débat sur la communication de crise, les réseaux sociaux et les initiatives privées. Est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut laisser la place aux initiatives privées dans la communication de crise? 1 heure de débat de 16h à 17h. Voilà, à tout à l'heure.